Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir, un fleuron de l'enseignement supérieur national. Avec ses 4 pôles scientifiques, elle propose des formations d'une haute qualité, totalement adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Un accent particulier est mis sur l'innovation et l'intégration des nouvelles technologies dans l'industrie nationale. Et puis nous irons à Saint-Pétersbourg où se tiennent les travaux du 2e sommet Russie-Afrique. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch y représente Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dans son intervention au nom du Maroc, Aziz Akhnouch a mis l'accent sur les potentialités d'une Afrique confiante et indépendante, désormais guidée par ses priorités et ses ambitions. Ifrane, une destination de rêve qui promet à ses visiteurs des vacances paisibles au grand air. La ville, juchée à 1600 mètres d'altitude, affiche complet. Des records d'affluence sont même observés en ce mois de juillet. Cet afflux touristique majoritairement national est une aubaine pour le secteur de l'hébergement et de la restauration. Bonsoir. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, suite au décès de son frère, Son Altesse Cheikh Saïd bin Zayed Al Nahyan. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de Son Altesse Cheikh Saïd bin Zayed Al Nahyan, exprimant au président des Émirats Arabes Unis et à travers lui à l'ensemble des membres de l'illustre famille royale, famille princière, et au peuple émirati frère, en son nom et au nom de l'illustre famille royale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion en cette pénible épreuve, la volonté divine étant imparable. Le souverain implore le Très-Haut d'accorder patience et réconfort aux proches de feu Cheikh Saïd bin Zayed Al Nahyan, d'entourer le défunt de son infinie miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis parmi ses meilleurs fidèles. Autre message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres de la famille de feu Mohamed Sqat. En cette douloureuse circonstance, le souverain se remémore avec estime les qualités de feu Mohamed Sqat, soulignant qu'avec sa disparition, le secteur bancaire et financier marocain perd l'un de ses cadres nationaux compétents, reconnus pour la créativité, le sérieux et la grande expérience, et dont il a fait montre dans les différentes missions et hautes fonctions qu'il a assumées avec responsabilité, intégrité et compétence, particulièrement le poste de gouverneur de Banque Al-Maghrib. Pendant ces 20 dernières années, le Royaume du Maroc a connu un rebond industriel exceptionnel dans plusieurs domaines clés. Une embellie remarquable, réalisée grâce notamment à une politique royale visionnaire, une politique qui a posé les jalons d'une industrie nationale solide, bien solide. Et dans ce contexte de cette dynamique, le rôle des établissements de la formation, de la recherche scientifique et de l'innovation s'avère très déterminant. Nous le verrons tout de suite dans ce reportage réalisé sur l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir avec Mehdi Chtaibi, Mohamed Laroui, Khalid Azdoun et Zakaria Moukenbillah. Inaugurée en 2007 par Sa Majesté le Roi, l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir est un fleuron de l'enseignement supérieur national. 4 pôles scientifiques proposent des formations de qualité entre enseignement théorique et pratique. Un accent particulier est mis sur l'innovation technologique, le suivi des dernières tendances et l'intégration des nouvelles techniques dans l'industrie. l'UM6P accompagne cette vision par la mise en place de plusieurs chantiers. Le premier, c'est la recherche appliquée en lien direct avec les défis auxquels le continent africain d'une manière globale, le Maroc d'une manière particulière, font face. Le deuxième volet, en plus de la recherche appliquée, c'est la formation. Donc les parcours de formation que l'Université Mohamed VI Polytechnique a mis en place sont en lien direct avec les enjeux de l'industrie.
Sur un campus étalé sur 33 hectares, l'établissement forme des compétences marocaines dans différentes disciplines scientifiques et techniques. Un capital humain indispensable pour le développement industriel soutenu du royaume. Exemple des institutions phares de l'université, la Fondation Massir. Le label industriel Made in Morocco a été consacré dans ses laboratoires. Orientée vers la recherche appliquée et les besoins des entreprises, la Fondation Massir accueille 220 chercheurs marocains et vise l'innovation dans des segments de pointe, matériaux et nanomatériaux, biotechnologie et microélectronique. Comme nous le savons tous, la recherche et développement, l'innovation et la formation sont aujourd'hui des facteurs clés de compétitivité pour les entreprises et plus globalement un levier de développement et de souveraineté pour notre pays. Et c'est exactement dans cette logique que s'inscrit la Fondation Massir, puisque aujourd'hui l'objectif est de mener des projets de R&D appliqués, c'est-à-dire offrir des solutions innovantes qui vont venir répondre aux problématiques spécifiques industrielles de ses clients. L'université Mohammed VI Polytechnique de Ben Guerir a pour credo de s'adapter aux variables et nouveautés industrielles au niveau international. Parmi ses thèmes de recherche principaux, la question de l'énergie, à travers le centre de l'énergie verte de l'université. في هذا المركز الهدف ديالنا هو تطوير البحث في ميدان الطاقات المتجددة وعلى وجه. Notre rôle dans ce centre est de développer des recherches sur les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, et d'appuyer la stratégie nationale dans ce domaine. Le but est de trouver des solutions et des sources alternatives afin d'alimenter les activités industrielles. طبعا الاستراتيجية الوطنية في هذا الميدان. L'industrie est au cœur des enseignements de l'université Mohammed VI Polytechnique de Ben Guerir. Depuis sa création, beaucoup d'innovations voient le jour dans cette institution leader, preuve de la nouvelle dynamique technologique et industrielle en cours dans le royaume. Et direction Saint-Pétersbourg où se tiennent les travaux du deuxième sommet Russie-Afrique. Le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, y représente Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et dans une intervention au nom du Maroc, Aziz Akhnouch a mis en avant la vision royale pour le renforcement des relations de l'Afrique avec ses différents partenaires. En effet, le souverain a été le premier à souligner la nécessité de changer d'angle d'approche avec le continent africain de la part de ses partenaires dits traditionnels. Sur place, nous retrouvons tout de suite nos envoyés spéciaux Nawal Gourari avec un récit d'Oumaima Ramli. Regardons. Diversifier les relations stratégiques du Maroc, voilà le but de cette participation marocaine au sommet Russie-Afrique. Une occasion pour les pays africains de parler d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs l'essence même de l'allocution du chef du gouvernement qui représente Sa Majesté le roi à ce sommet. Lors de ses travaux, Aziz Akhnouch a affirmé que le souverain a été le premier à souligner la nécessité de changer d'angle d'approche avec le continent africain de la part de ses partenaires traditionnels. Une orientation exprimée à plusieurs reprises. Comme l'affirme Sa Majesté le roi dans ses discours, l'Afrique est un continent indépendant, guidé par ses priorités et qui décide des partenariats stratégiques qu'il souhaite établir. Une vision royale qui découle du fait que l'Afrique dispose d'énormes potentiels humains et naturels. Ainsi, elle aspire à définir son rôle et ses intérêts dans ses relations avec le reste du monde de manière indépendante et souveraine. Le Maroc jouit de relations stratégiques avec l'Afrique ainsi qu'avec beaucoup de pays d'autres continents. Aujourd'hui, dans son intervention, le président russe Vladimir Poutine a salué tous les efforts consentis par Sa Majesté le roi et a exprimé sa fierté des relations solides avec le Maroc et il a mis en avant leurs perspectives d'avenir. Une relation basée sur la coopération constructive. Moscou aspire de son côté à soutenir les efforts pour parvenir à un développement global et à relever efficacement les différents défis. Un partage d'expériences dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda du continent africain pour le développement. À noter que seuls les pays africains membres de l'Union africaine reconnus par l'ONU ont été invités à ce sommet à Saint-Pétersbourg. En invitant solennellement à son sommet pour la deuxième fois consécutive les seuls États africains
qui jouissent d'une reconnaissance officielle de sa part, la Russie consacre ainsi de manière irréversible le principe d'une participation limitée aux pays africains reconnus par les Nations Unies. Et pour un éclairage sur ce conclave, l'analyste politique Driss El-Aissaoui nous rejoint en direct. Driss El-Aissaoui, bonsoir, merci d'être avec nous. Nous venons de le suivre dans la correspondance depuis Saint-Pétersbourg, dans une intervention au nord du Maroc. Nous disions, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a mis en avant la vision royale pour le renforcement des relations de l'Afrique avec ses différents partenaires. Aziz Akhnouch a également réitéré l'attachement permanent du Maroc à ses relations avec ses différents partenaires stratégiques, notamment avec la Russie. Quel est, selon vous, le rôle du Maroc dans la promotion de ce genre de partenariat? Il s'agit d'un rôle extrêmement important et stratégique pour l'Afrique. Le Maroc est le premier pays à avoir déclaré haut et fort que l'Afrique n'a pas besoin d'intermédiaire, il n'a pas besoin de celui qui parle en son nom. L'Afrique est capable de parler elle-même. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI l'avait dit dans un discours en Côte d'Ivoire, où il a dit l'Afrique n'a besoin que de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il faut mettre un terme à tout ce traitement qui est fait par certains pays pour dire tel pays africain a besoin de la France, a besoin de l'Espagne, a besoin de tel pays pour la soutenir. Non, aujourd'hui, les pays africains sont présents et vous l'avez dit dans votre reportage, les gens qui ont été invités, c'est 54 pays de l'Union africaine. Ce sont des pays qui sont reconnus par la Russie, reconnus par les Nations Unies, et ce sont seuls ces pays qui ont la possibilité de se tenir autour de cette table, et de prendre parole en tant que membres à part entière de cette réunion. Quoique d'autres pays ont essayé de faire la différence. On va y revenir, cette question des pays invités, pendant notre deuxième question, mais pour l'instant, mais encore pour ce rôle justement primordial que joue le Maroc à l'échelle continentale et même à l'échelle mondiale. Driss El-Aissaoui. Le Maroc est un pays qui joue un rôle, je dirais, stratégique pour l'Afrique. Le Maroc est le militant pour le développement de l'Afrique. Il l'a fait à travers, bien entendu, toute sa politique africaine, tout le travail qu'il a fait par rapport à un certain nombre de pays, par rapport aux initiatives qu'il a prises. Et on ne peut pas oublier le fait que les pays africains sont aujourd'hui à l'honneur que continent de la richesse de demain pour l'humanité. Tout le monde, tous ceux qui veulent faire quelque chose, qui veulent réussir à l'avenir, sont obligés de passer par un partenariat et une coopération studieuse avec les pays africains. On ne peut pas l'oublier. C'est une vérité que tous les pays doivent se représenter et avoir présent à l'esprit. Et le chef du gouvernement marocain, bien entendu, a apporté la parole de Sa Majesté le roi Mohamed VI au niveau de cette conférence pour dire « Nous ne pouvons pas accepter que les pays africains soient traités au-delà de la considération qui est la leur, à savoir des pays qui peuvent justement faire mieux et faire bien parce qu'ils sont considérés en tant que tels. Et la Russie ne jouera pas un autre jeu que celui d'un pays important, un pays non africain, mais qui peut aider les Africains à faire le mieux sur l'industrie, sur le développement, sur beaucoup de solutions que les Africains ont déjà imaginées. Pour une Afrique qui se tend la main, qui a confiance en elle, et une Afrique indépendante qui dit non à l'ingérence et à la tutelle des étrangers. Absolument. La deuxième, ou alors le deuxième sommet Russie-Afrique, M. El-Aissaoui, consacre le principe d'une participation limitée aux seuls États du continent reconnus par l'ONU, et en invitant, vous l'avez dit, solennellement à son sommet pour la deuxième fois consécutive, les seuls États, soulignons-le, africains qui jouissent d'une reconnaissance officielle de sa part. La Russie consacre de manière irréversible ainsi le principe d'une participation limitée aux pays africains reconnus par les Nations Unies. Visiblement, on est passé d'une prise de position à une codification claire et sans équivoque du principe que seuls les États africains reconnus par l'ONU sont admis au sommet, un sommet de grande envergure comme celui-là, Russie-Afrique. Absolument, vous l'avez dit, c'est une codification du fait que ne peuvent assister à ce sommet
que les pays qui ont cette reconnaissance mondiale, reconnaissance universelle, et de la part des Nations Unies, de la part des Russes, que ce sont des pays qui sont acceptés, invités officiellement, et ce sont ces pays qui ont leur siège au niveau de cette réunion. Et je pense que ce travail fait avec la Russie est un travail qui a de l'importance, et on ne peut pas le faire autrement. Quoique, je sais qu'il y a eu d'autres pays qui ont influencé, qui ont essayé de pousser les Russes, parce qu'ils ont des amitiés, ils ont des relations plus ou moins privilégiées avec la Russie. Ils ont essayé de faire inviter le Polisario, la même chose c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas aussi de l'Afrique du Sud. Et donc ces pays n'ont pas réussi à placer leur pion, à placer leur fabrication et ces gens-là au niveau de cette réunion, parce qu'ils n'ont rien à dire, sincèrement. Pourquoi voulez-vous inviter un pays, des gens qui n'ont pas de pays, qui n'ont pas de territoire, qui n'ont rien, et que vous voulez les inviter au même titre que les autres nations qui ont une histoire, qui sont présents. Une entité fantoche qui n'a aucune légitimité et qui est partout persona non grata, c'est cela, Monsieur Aissaoui? Oui, absolument, vous l'avez bien dit, c'est une persona non grata, c'est-à-dire que personne n'acceptera de se mettre autour d'une table où les gens de Polisario viendraient squatter l'espace et dire qu'ils sont là en train de parler au nom d'un peuple. Ils n'ont rien. La seule force capable de parler au nom du peuple sahraoui, c'est le Maroc, c'est le royaume du Maroc qui crée toutes les conditions nécessaires pour que ce pays et les gens qui sont dans ce pays soient véritablement... Et le Maroc qui, grâce à la diplomatie royale claire et visionnaire, ne cesse d'engranger les acquis diplomatiques favorables à la marocanité du Sahara et à la légitimité de la première cause nationale, Monsieur Aissaoui. Vous avez tout à fait raison. Vous avez raison de me rattraper comme cela, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler de la situation du Sahara sans citer la politique royale, la politique marocaine, la politique extérieure qui a réussi et qui continue de donner les preuves comme quoi c'est le Maroc qui est le maître d'œuvre au niveau de ce territoire, et ça continuera ainsi de toutes les manières. Et cela est incontestablement reconnu. Merci beaucoup, Monsieur Driss Aissaoui, pour cet éclairage. Nous n'avons plus malheureusement beaucoup de temps. Le Maroc renforce ses connexions aériennes avec Israël. Les deux partenaires stratégiques passent à la vitesse supérieure. Un nouvel accord vient d'être signé entre l'ONMT, l'Office national marocain du tourisme, et Kia Airlines. L'accord porte sur la promotion du tourisme entre les deux destinations. Il prévoit aussi le lancement d'une nouvelle ligne aérienne directe entre Tel Aviv et Essaouira. Les précisions tout de suite en compagnie du directeur général de l'ONMT, Adil Fakir. Aujourd'hui est un jour historique pour l'Office national marocain du tourisme qui conclut un partenariat avec la compagnie israélienne Arkia qui permet d'ouvrir, et c'est une annonce historique, d'ouvrir une ligne directe entre Essaouira et Tel Aviv. C'est la première fois que la ville d'Essaouira est connectée à un long courrier. Et cet effort vient consolider la promotion, le travail de promotion qui est fait au niveau de l'ouverture des lignes aériennes entre le Maroc et Israël, suite à la reprise des vols commerciaux entre les deux pays qui ont été établis sous la haute conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI Nasrallah. Aujourd'hui, avec cette convention, nous avons mis en place 11 000 sièges au départ de Tel Aviv vers Essaouira et nous avons consolidé 22 000 sièges au départ de Tel Aviv vers Marrakech. Alors l'ensemble de ces efforts aujourd'hui nous permettent d'activer fortement le marché israélien qui répond très favorablement à la promotion et à l'attractivité de la destination Maroc. Je rappelle qu'à fin juin 2023, nous sommes à plus de 35% de croissance sur le marché israélien par rapport à l'année dernière. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal. L'humanité est entrée dans l'ère de l'ébullition climatique. La mise en garde émane du chef des Nations Unies. L'autorité météorologique mondiale a affirmé pour sa part que juillet 2023, ce mois-ci, est très certainement, je cite, le mois le plus chaud jamais mesuré sur la planète tout entière. Après 3 semaines inédites de surchauffe donc des mers et des canicules sur 3 continents, eh bien l'événement est probablement sans précédent sur des milliers d'années et n'est qu'un avant-goût visiblement de l'avenir climatique de la planète, estime encore l'Organisation météorologique mondiale.
L'Europe, justement, un continent fortement impacté par les changements climatiques, particulièrement la Grèce et l'Italie, où les hausses des températures, ou alors la hausse des températures ne cesse d'atteindre des records. Les deux pays sont aussi actuellement ravagés par de géants feux de forêt, des incendies qui ont dévasté des centaines d'hectares. Les efforts s'y poursuivent dans l'espoir de maîtriser le plus rapidement possible les flammes géantes face à une situation imprévisible qui dépend beaucoup du vent. Et chez nous, la vigilance ne faiblit pas pour prévenir justement le risque des feux de forêt en cette saison estivale. Voici donc les prévisions de l'Agence nationale des eaux et forêts pour les journées du 29, 30 et 31 de ce mois-ci. Un risque extrême de niveau rouge dans les provinces de Chefchaouen, Tétouan, Ouazzane, Ifrane, Khnefra, Nador, Essaouira, Agadir, Daoutanan, Taroudan, Taza. Un risque élevé de niveau orange cette fois-ci dans les provinces de Tanger, Assela, Fas Anjra, L'Arayesh, Husseima, Berkane, Oujda, Oujda-Ngad, Sfro, Taounet, Bni Mellal, Azilal, Khmissat, Driwesh, Gersif. Et puis retenez un risque plutôt moyen de niveau jaune, Arkinitra, Sidi Slimane, Taourirt et Chichawa. L'engouement estival profite en ce moment au marché de jouets, mais aussi à celui des fruits secs. À l'occasion de Ashura, une fête de forte portée religieuse célébrée chaque année le 10e jour de Muharram. C'est la haute saison chez les vendeurs de fruits secs. Chaque année, ils attendent cette fête pour écouler une bonne partie de leur stock, une large panoplie de douceur pour satisfaire tous les goûts. Jihad Libré, Mouatassim Billah Bouazaoui et Oumé Marabi pour le commentaire. Des étals bien garnis, des fruits secs pour tous les goûts, mais surtout toutes les bourses. À quelques jours de Ashura, les commerçants mettent le paquet et visiblement, cela attire. Ashura, c'est une fête qui nous tient à cœur. Nous achetons des fruits secs et des jouets pour faire plaisir aux enfants. Mais au-delà des achats, il y a des coutumes de cette fête qui se sont estampées avec le temps. Je me rappelle que plus jeunes, nous faisions un cérémonial de henné et de chant. Beaucoup de choses ont changé avec le temps. Avant, les gens investissaient les rues pour danser et chanter en groupe. Aujourd'hui, tout cela s'est évaporé avec le temps. Et s'il y a bien une crainte chez les commerçants, c'est que l'achat des fruits secs soit lui aussi le prochain sur la liste des grands oubliés de Ashura. Des craintes confirmées par la nette baisse de la demande. Cette année, la vente des fruits secs s'est réduite comme peau de chagrin. Nous sommes à J-3 de Ashura et l'affluence est toujours timide en comparaison avec quelques années auparavant. Ashura, une célébration ancestrale qui enchante petits et grands. Encore faut-il faire montre de civilité et bannir tout usage de pétards. Un danger qui refait surface et entache cette belle fête. C'est une petite ville paisible au ras de l'eau et au pied de la montagne, Ifrane, un havre de paix dont les visiteurs savourent la tranquillité et la clémence du climat surtout. La ville montagnarde offre tous les ingrédients d'un séjour serein et réussi et les prises d'assaut en cette période estivale. Vous le verrez dans ce reportage d'Ahmed Fadeli et Maria Aouad pour le commentaire. Des conifères à perte de vue et des arbres centenaires. Bienvenue à Ifrane, la petite Suisse du Maroc. Avec ses paysages contrastés, ses grands espaces verts, son parc national et sa mythique forêt de cèdres. La cité montagnarde est le lieu de prédilection des amoureux de la nature, loin du tourisme de masse. Ce qu'il y a de bien à Ifrane, c'est que les paysages sont variés, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le grand air de la montagne, la forêt de cèdres où l'on peut faire des randonnées, taquiner les singes. Il y a aussi beaucoup de lacs et d'espaces verts. Une fois la nuit tombée, nous allons au centre-ville pour faire quelques emplettes. Je suis palestinien et chaque année je viens visiter une des magnifiques villes du Maroc. Cet été, j'ai jeté mon dévolu sur Ifrane car j'avais besoin de calme et de sérénité au cœur de la nature. Une destination familiale dans une ambiance calme et bon enfant. Oasis de fraîcheur en cette période de canicule, Ifrane a de quoi charmer les visiteurs du monde entier.
Nous avons choisi Ifrane pour nos vacances familiales car nous préférons l'air de la montagne en été. En plus, il y a beaucoup de choses à faire ici au contact de la nature. Tout paraît plus simple et à portée de main. Avec 500 000 touristes cet été, Ifrane est l'une des destinations préférées des touristes marocains et étrangers qui fuient la canicule, un tourisme éco-responsable, loin du tumulte des grandes villes. Sport, football, mondial féminin. Après la débâcle face à l'Allemagne, les Lions de l'Atlas sont déterminés à faire mieux. Après-demain, dimanche, le deuxième match de la première phase de la compétition va les opposer à la Corée du Sud. Et depuis l'Australie, nous vous proposons tout de suite de suivre la chronique du grand sportif Hassan Baraka pour Al-Oula. Regardons. Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui dans le quartier de Elwood à Ormond Point. C'est un lieu emblématique de la ville de Melbourne. En attendant le deuxième match des Lions de l'Atlas contre la Corée du Sud, aujourd'hui on va à la rencontre de Nessim Kouraï, qui est un joueur marocain évoluant ici en Australie. Donc tu es ici pour soutenir les Lions de l'Atlas, donc tu as été au stade hier contre le match contre l'Allemagne. Et donc comment tu vois un peu l'engouement qu'il y a ici pour la participation de notre équipe nationale féminine? Déjà, c'est une fierté de les avoir ici et je pense avec les qualités qu'ils ont, ils sont voués à faire un grand tournoi. Donc on l'espère, Inch'Allah. Et voilà. Et comment a été la rencontre avec les supporters marocains, la communauté marocaine? Je sais que vous êtes un peu éparpillés ici dans le pays. Comment ça a été donc le fait de retrouver un peu tout le monde? Ça fait toujours plaisir, on a une petite communauté, on n'est pas une grande communauté ici en Australie, mais ça fait toujours plaisir de voir des Marocains, parce qu'on est Marocains, on est fiers de l'être. Eh ben écoute, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Je sais que tu passes aussi maintenant tes diplômes de coach, donc je te souhaite bon courage pour le reste de ta carrière. Merci et puis aussi pour ta carrière de coach par la suite. Voilà. Merci à toi et à très vite. Merci, à très vite. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.